BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est le ministre du Budget, Olivier Dussopt, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Un ministre sous pression. Hein. Est-ce que vous avez une cagnotte, Olivier Dussopt? Parce que, effectivement, les prix de l'énergie flambent et comme une partie des recettes fiscales, notamment la TVA, forcément, est corrélée à la hausse des prix de l'énergie, est-ce que vous avez une cagnotte? J'aimerais bien, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que d'abord, nous sommes en pleine discussion budgétaire, avec un déficit pour 2021 qui sera supérieur à 8% et un déficit pour 2022 qui se rapproche de 5%. Quand on est avec de tels déficits, il n'y a pas de cagnotte. Et surtout, en matière d'énergie, il ne faut pas oublier que l'État achète lui-même de l'énergie et qu'il subit la hausse des cours. Et par ailleurs, ce que nous pouvons gagner en TVA du fait de l'augmentation de l'énergie, nous l'avons déjà plus que rendu aux Français. Par exemple, en matière d'électricité, un calcul sur un point de table, 2,5 milliards d'euros de recettes fiscales en plus pour vous grâce à la hausse des prix de l'électricité. Et un bouclier tarifaire annoncé par le Premier ministre, que j'ai fait voter à l'Assemblée nationale cette semaine, qui coûte 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que le plafonnement des prix d'EDF en février... Ce que nous faisons pour protéger les Français coûte plus que ce que ça rapporte en fiscalité. Deuxième raison pour qu'il n'y ait pas de cagnotte. Et alors sur le pétrole, là aussi, recettes de TVA en plus, qu'est-ce que vous allez en faire de ces recettes de TVA en plus? Nous travaillons actuellement, chacun le sait, pour trouver les meilleures façons de protéger les Français de l'augmentation très forte des prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Avec un chèque? C'est une piste qui est évoquée, qui est travaillée. C'est une mesure qui sera de toute manière à la fois complexe et coûteuse. Il faut prendre des mesures pour protéger les Français, mais nous essayons de trouver la réponse la plus efficace, la mieux ciblée, notamment sur celles et ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours. Vous savez, je suis ardéchois, élu en Ardèche. Il y a des territoires comme le mien, dans lesquels sans voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et donc, ce sont ces gens-là qui subissent en premier la hausse du prix de l'essence. Ce sont d'ailleurs les gilets jaunes, hein, une partie d'entre eux. Une partie d'entre eux. Justement, est-ce que ce chèque énergie, il existe déjà? Est-ce qu'il faut simplement l'augmenter ou est-ce qu'il faut viser d'autres populations? Vous avez raison de rappeler l'existence du chèque énergie. C'est notre gouvernement qui l'a créé en 2018. 100 euros. C'est 100 euros de plus. Il faut avoir en tête que les bénéficiaires du chèque énergie ont perçu en moyenne 150 euros au mois de mars, qu'ils auront à nouveau 150 euros environ au mois de mars 2022. Et Jean Castex a annoncé un chèque énergie exceptionnel de 100 euros il y a quelques semaines pour 5 800 000 ménages. Ce sont les ménages les plus fragiles. Nous pourrions effectivement les accompagner et les aider plus. Mais l'objectif que nous avons est d'aider aussi celles et ceux qui ne sont pas éligibles aujourd'hui au chèque énergie parce qu'ils sont en activité, parce qu'ils ont des salaires entre 1 et 2 SMIC et qui subissent la hausse du prix du carburant. Et donc ça nécessite de travailler sur d'autres fichiers, d'où la complexité. Donc ça veut dire que le nouveau chèque énergie concernera plus que 5,8 millions de Français. Si nous voulons aider celles et ceux qui sont en activité et qui gagnent jusqu'à 2 SMIC, par exemple, ça nécessite d'aller plus loin que 5 800 000 Français. Ça fait combien de Français qui gagnent plus que 2 SMIC? Si on regarde, ça dépend, c'est souvent des matières complexes. Ouais, bien sûr. Si on regarde uniquement les salaires, nous savons qu'il y a entre 20 et 21 millions de salariés en France qui gagnent moins de 2 SMIC. Si on regarde à l'échelle du foyer fiscal, souvent les aides sont attribuées en fonction du foyer. On est sur des montants et des chiffres un peu différents, mais tout ça est en cours de calcul. Cela fait partie des pistes, cela fait partie des hypothèses. Il ne faut rien fermer, nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises, aucune piste n'est exclue. Mais pour le moment, nous travaillons. Le Premier ministre, le Président de la République auront l'occasion de préciser tout cela. Mais dites-moi, ça va coûter beaucoup d'argent parce que c'est combien le chèque énergie aujourd'hui? C'est 2 milliards, c'est ça? Le chèque énergie sur la partie exceptionnelle, c'est-à-dire la centaine d'euros annoncés, les 100 euros annoncés par le Premier ministre, cela concerne 5 800 000 foyers, donc c'est environ 600 millions d'euros. Ouais. Si nous allons sur 15 millions de foyers, ça fera 2 milliards. C'est 1,5 milliard. Ouais. Parce qu'il suffit de multiplier, si je puis dire. C'est beaucoup d'argent. Et vous avez raison de le souligner, parce que nous sommes aussi dans une équation budgétaire qui n'est pas simple. C'est mon rôle de le rappeler, que même le ciel a des limites, et c'est un athée qui le dit sur votre plateau ce matin. Nous devons aussi avoir ce souci des finances publiques en tête. Est-ce que vous oubliez les entreprises? Parce qu'en matière de hausse des prix, de l'énergie et du pétrole, c'est la même chose. Le dispositif sur l'électricité les concerne. Mes collègues Barbara Pompili et Agnès Pannier ont ouvert un cycle de concertation avec les industries qui consomment beaucoup de gaz. Mais dire qu'on oublie les entreprises alors qu'on est dans une période marquée par le quoi qu'il en coûte, marquée par des aides, je les rappelle, 35 milliards d'euros sur le fonds de solidarité, 32 sur l'activité partielle, les prêts garantis par l'État pour 140 milliards d'euros, et évidemment le plan de relance, je pense que c'est un peu rapide comme formule. Non, mais c'était par rapport à l'énergie. On avait ce matin sur notre plateau Nicolas Douarel, le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Il représente les industries qui consomment à elles seules 70% de l'électricité industrielle en France. Il nous disait que
plein d'usines se sont arrêtées, hein, dans l'ammonium, l'engrais, le zinc, la chimie du plastique, parce que l'explosion, l'envolée des coûts du gaz et de l'électricité ne permet plus de faire tourner les machines en étant rentable. On est face à des situations de marché qui sont compliquées. Bah oui. Et quand un tel représentant des industries le dit, il dit aussi, j'imagine, que c'est une augmentation des cours qui est une augmentation mondiale. Ça n'est pas français, ça n'est même pas européen. Les usines, elles sont arrêtées en Europe d'ailleurs. C'est absolument mondial. Ce sont souvent des industriels qui peuvent bénéficier d'une dérégulation totale du marché de l'énergie et qui peuvent donc choisir leurs fournisseurs parmi un panel assez large. Et ça démontre que ça ne les protège pas suffisamment de telle augmentation des cours. On a tous l'objectif, en tout cas l'espoir, que les cours se régularisent, mais c'est une situation qui est compliquée aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils réclament que EDF leur vende davantage d'électricité coûtant au prix du nucléaire pour simplifier aux fameux 42 €. Est-ce qu'on pourrait augmenter ce quota ? Ça fait partie des choses que l'on peut regarder, mais ne faisons pas les choses dans le désordre. Il y a un travail qui est mené, un travail interministériel, et chaque décision, notamment du fait de leur complexité, du fait de leur coût aussi, chaque décision doit être pesée et annoncée dans un cadre interministériel. Est-ce que vous pensez, Olivier Dussopt, que cette flambée des prix de l'énergie, c'est une raison supplémentaire de continuer à faire de l'électricité nucléaire en France ? Oui. Une raison supplémentaire de lancer la construction de 6 EPR ? Oui, et 1000 fois oui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous permet d'être souverains et d'avoir notre propre production d'énergie sans dépendre uniquement des cours mondiaux et d'approvisionnements mondiaux comme aujourd'hui. Parce que ça permet aussi, le nucléaire, allié évidemment avec la montée en puissance des énergies renouvelables, de sortir de l'économie de l'énergie fossile. Et donc, si nous voulons sortir de l'énergie fossile, si nous voulons sortir de l'ère du pétrole, il faut qu'on puisse à la fois produire beaucoup plus d'énergie renouvelable, mais en attendant d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable, nous avons un besoin impératif du nucléaire, et je suis très heureux que l'essentiel de la classe politique se rassemble sur cet objectif aujourd'hui. Ça veut dire que dans quelques semaines, on va voir l'annonce officielle du lancement de 6 nouveaux EPR ? Le président de la République a dit quels sont les contours du plan d'investissement pour l'économie en 2030. Il n'a pas parlé des EPR, il a parlé des mini-réacteurs. Il a parlé des mini-réacteurs parce qu'à chaque époque, il y a une technologie, il y a une recherche d'efficacité. Il y a aussi la volonté de réduire un maximum les risques et les nuisances. Et donc, pas forcément des EPR ? Laissez le président de la République aller au bout de sa réflexion, laissez-nous aussi travailler sur ce programme d'investissement pour qu'on puisse à la fois le traduire dans les documents budgétaires en cours d'examen et avoir les solutions les plus efficaces. Est-ce que c'est à cause de vous et de Bruno Le Maire qu'on n'a pas eu finalement de revenus d'engagement très ambitieux dans ce budget 2022 et qu'on va simplement faire un petit replâtrage de ce qui existait jusqu'à présent ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de replâtrage. Là aussi, il y aura un certain nombre d'annonces. L'objectif que nous avons, qui est un objectif collectif, c'est de permettre à un plus grand nombre de Français et un plus grand nombre de jeunes d'aller vers l'emploi. Il y a un an, si vous m'aviez posé la question de l'évolution du chômage, je vous aurais dit mon inquiétude. Inquiétude sur l'économie, inquiétude sur le chômage. On était tous inquiets. Et en particulier inquiétude sur le chômage des jeunes. Parce qu'en 2010, tout le monde s'en rappelle, c'est le chômage des jeunes qui avait le plus explosé. Aujourd'hui, le chômage a baissé. Nous avons retrouvé le niveau de chômage de fin 2007, donc le plus bas depuis 15 ans. Et quand on regarde le détail de cette baisse du chômage, le chômage des jeunes a baissé. Par contre, le chômage de longue durée a augmenté. Et donc, le Premier ministre a annoncé 1,4 milliard d'euros de crédits pour aider les plus éloignés de l'emploi à revenir dans l'emploi. Ils seront financés à la fois dans la loi de finances rectificative de fin de gestion pour 900 millions et dans le projet de loi de finances pour 2022 pour 500 millions. Et nous allons bientôt déboucher sur de nouvelles mesures, là aussi pour aider les plus jeunes, mais aussi les plus éloignés de l'emploi. Le contexte a beaucoup changé. Si nous étions dans la situation que nous craignons, c'est-à-dire une explosion du chômage des jeunes, une plus grande précarité, il faudrait certainement des mesures très lourdes, très massives. Là, il faut des mesures qui sont importantes, parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Je rappelle que pendant cette crise et ce plan de relance, ce sont 9 milliards d'euros qui ont été mis sur le plan Un jeune, une solution, l'apprentissage, l'alternance, et ça marche. Donc, nous cherchons là aussi le plus efficace. Je pourrais poser la même question au sujet du plan d'investissement présenté par le président de la République il y a une semaine. Est-ce que c'est aussi du replâtrage et du saupoudrage ? Vous savez, avec 30 milliards de crédits supplémentaires, centrés sur quelques filières et quelques objets de développement, je n'appelle ni ça du plâtre, ni ça de la poudre. Oui, mais regardez, sur les semi-conducteurs, on va mettre 5 milliards. Quand on parle de taïwanais, TSMC, mais 100 milliards. Donc, nous ne partons pas du même niveau. On part de beaucoup plus bas, justement. Nous ne partons pas du même niveau et ça explique que nous puissions séquencier aussi ces efforts-là. On le fait, mais il faut le mesurer. Et on le fait après presque 2 ans de politique d'urgence, avec 70 milliards de dépenses exceptionnelles en 2020.
autant en 2021, avec un plan de relance de 100 milliards d'euros. Et nous complétons ce plan de relance, en tout cas nous le prolongeons, avec un plan d'investissement sur des filières qui sont des filières qui vont nous donner de la compétitivité ou de la souveraineté. C'est un effort qui n'a jamais été fait, il faut le mesurer. Il y a un conseil des ministres des Finances qui s'ouvre à Bruxelles. Est-ce que vous réclamez, est-ce que la France réclame plus de souplesse de la part de Bruxelles? Est-ce qu'il faut revoir les règles budgétaires en Europe? La souplesse est là. Donc, vous parlez comme les Allemands. Les Allemands ont dit, la nouvelle coalition SPD, libéraux et verts, que la souplesse était là et qu'il ne fallait pas changer les règles. Bruno Le Maire, il ne dit pas ça. Laissez-moi aller au bout de ma phrase. La souplesse est là parce que la Commission a décidé de suspendre l'application des traités jusqu'à fin 2022. Et le commissaire en charge des questions économiques et monétaires a dit qu'il ferait des propositions pour revoir les indicateurs de finances publiques, la règle des 3%, la règle des 60% de dette. Les amis allemands disent, en tout cas la nouvelle coalition, que ce n'est pas la peine de changer les règles. J'ai vu la déclaration que la souplesse est là. Et nous disons avec Bruno Le Maire que ces règles doivent être adaptées. Ça doit être fait dans un cadre communautaire. Et il est de bonne politique de considérer que c'est le commissaire européen en charge de ces questions qui fait des propositions, que chaque État puisse se positionner sur les propositions et faire en sorte que ce débat puisse aboutir. Le commissaire fait des propositions et l'Allemagne décide? Non, le commissaire fait des propositions et l'Europe décide. Et la France sait se faire entendre en Europe. Eh bien, écoutez, on verra le résultat final. Merci beaucoup, Merci Olivier Dussopt, ministre délégué du budget des comptes publics auprès du ministre de l'économie. Merci d'avoir été avec nous ce matin.